Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, une émission réalisée au Parlement européen de Bruxelles. Ce soir, je reçois l'eurodéputé PS d'Île-de-France, Guillaume Balas. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Guillaume Balas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 30 août 1972, vous avez donc 43 ans. Vous avez été professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne pendant 17 ans, militant syndicaliste et politique depuis votre plus jeune âge. C'est ce qu'on peut lire sur votre site internet. Vous vous investissez d'abord en Lorraine, puis en Île-de-France. Vous entrez d'ailleurs au Conseil régional d'Île-de-France en 2010. Vous serez réélu en 2014 et cette même année, vous devenez député européen. L'un de vos thèmes de prédilection, c'est la lutte contre le dumping social. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il sera aussi question forcément du Brexit, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, une série de questions-réponses assez rapides par votre point de vue sur l'actualité. Le terrorisme islamiste a frappé les États-Unis le week-end dernier, faisant plus d'une 50aine de morts et autant de blessés dans une discothèque gay à Orlando. Même chose en France avec l'assassinat de 2 policiers dans les Yvelines. Sommes-nous capables aujourd'hui de combattre Daesh chez nous, en Europe et puis aussi dans le reste de l'Occident, selon vous ? Oui, bien sûr qu'on en est capable, mais il est évident que ça va prendre du temps et que nous sommes dans une période historique qui change. Ce que nous avons vécu pendant des décennies après l'après-guerre et qui était considéré que la paix était une valeur cardinale et évidente, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Donc nous rentrons dans des moments de convulsion et il faut le savoir, c'est-à-dire que regretter le temps ancien ne sert à rien et donc ce qui est utile aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les moyens d'en finir avec le terrorisme en sachant que c'est une bataille rude et longue. Pensez-vous que la gauche actuelle, celle du gouvernement français socialiste, a des chances de l'emporter en 2017 ? Évidemment, la situation est difficile, mais ça dépend des moyens qu'elle se donne. Si jamais c'est la démocratie, l'ouverture, faire trancher par les citoyens les options et notamment réduire les fractures qui existent aujourd'hui au sein de la gauche socialiste, par exemple une primaire, alors je pense que nous avons des chances de bien figurer dans cette campagne, notamment quand on voit les propositions complètement délirantes de la droite aujourd'hui en termes d'ultralibéralisme débridé. Si en revanche, eh bien, c'est le caporalisme et la division de la gauche parce qu'on refuse aujourd'hui de donner aux citoyens et aux militants de gauche les moyens de trancher, alors je pense qu'en effet, la division peut l'emporter et que ce sera difficile. Si vous aviez un mot pour qualifier Philippe Martinez, le leader de la CGT, courageux, persuasif ou jusqu'au boutiste ? Alors, peut-être un autre mot. Moi, je dirais combatif. Je crois que c'est ce qu'il montre. La CGT est dans une situation qui est difficile aujourd'hui, mais elle assume une position. Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'il n'y ait pas de discussion aujourd'hui ouverte, alors qu'il y a une main tendue de la part de la CGT, notamment sur ce célèbre article 2 de la loi El Khomri. Quel est le pays en Europe, hors France, bien sûr, dans lequel vous pourriez vivre pour un long moment, un bon bout de temps ? Je crois que l'Italie me plairait assez. On est en plein euro de football actuellement et ce sondage BVA a de quoi surprendre. Seuls 4% des Français aiment passionnément le football, passionnément. Est-ce que vous êtes un passionné de football ? J'ai beaucoup aimé le football et j'avoue que je fais partie des désillusionnés. Qu'est-ce qui vous a déçu ? L'argent ? La starisation à outrance, l'argent partout, l'égocentrisme, le fait que tout est devenu une affaire en fait commerciale a tué le rêve. Alors nous sommes dimanche, la France joue ce soir son 3e match, France-Suisse. Quel est votre pronostic, si vous avez un pronostic à donner ? Très honnêtement, je pense qu'on peut l'emporter, mais c'est pas gagné parce qu'on a vu que c'était poussif dans la première mi-temps contre la Roumanie notamment. Donc voilà, c'est pas fait, mais nous avons les capacités de l'emporter évidemment. L'Hebdo Politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, Guillaume Balas, on va aborder la principale actualité européenne de ces derniers jours et des prochains jours, le Brexit. Les Britanniques sont appelés à se prononcer jeudi prochain pour une sortie ou non de leur pays de l'Union européenne.
Et j'imagine qu'en qualité de député européen socialiste, vous êtes pour le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'UE. Ça pourrait ne pas être le cas en disant, bien sûr, oui, voilà, qui sont qui se disent peut-être ça peut être une chance pour construire une Europe plus politique. Mais de là à dire qu'il serait pour le Brexit. Oui, non, parce qu'en fait, c'est une question toute simple de définition de l'Europe. L'Europe, le Royaume-Uni en fait partie intégrante et un des éléments essentiels de sa constitution culturelle. Et donc, je crois que leur départ serait très néfaste. Mais de toute façon, que ce soit le maintien ou que ce soit le départ, dans tous les cas, il faut que les pays continentaux, et notamment ceux qui ont été fondateurs de l'Europe, sans doute élargis à ce qu'est la zone euro aujourd'hui, prennent leurs responsabilités pour donner un projet européen plus intégré, je crois, à l'Europe à plusieurs vitesses. On aura l'occasion d'en reparler. Juste sur cette question du Brexit, est-ce que ce type de référendum, questionner les gens comme ça sur une question si importante, avec tant d'enjeux que forcément tout le monde ne peut pas assimiler, bien comprendre, est-ce que c'est bien de demander l'avis aux gens comme ça sur des sujets si importants ? Si on prend la logique de ce que vous venez de dire, il ne faut pas faire voter le peuple sur aucune question, y compris élire un président de la République est une responsabilité absolument centrale. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Je crois que justement cette logique est mortifère et celle qui a grandement éloigné les peuples de l'Union européenne. Non, il est tout à fait légitime qu'il y ait un référendum sur ces questions et il faut prendre les citoyens pour des adultes responsables, ils le sont, et il est normal que le peuple donne son avis et que nous respections les choix des peuples européens aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit au débat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner aujourd'hui ce qu'est notre avis, ne pas s'engager dans les batailles et faire confiance au peuple pour trancher à bon escient. On pourrait imaginer un tel référendum en France. C'est vrai que le premier parti de France sur les questions européennes, puisque le premier parti de France lors des élections européennes de 2014 c'était le FN. Le FN est pour un référendum. On pourrait imaginer du coup un tel référendum dans notre pays. Mais je ne le crains absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, parler de l'Europe avec des gens, vous savez, moi je vais dans les lycées et les collèges chaque semaine, je suis surpris par la maturité, y compris de nos élèves qui pourtant sont très éloignés de ces questions-là, de nos jeunes. Quand on les informe un peu et quand on leur donne la liberté de parler, de réfléchir, ils disent des choses très intelligentes, parfois plus que ce que pense le nombre d'eurodéputés. Donc je ne crains absolument pas le débat avec la population. En 2005, souvenez-vous de ce qui s'est passé, on n'a pas écouté ce qu'était la sanction populaire, notamment le non au traité. C'était sur le traité, oui. Oui, on l'a fait passer par la petite porte et le résultat c'est un éloignement progressif des citoyens français par rapport à l'Union européenne. Vous parliez des jeunes, vous qui avez été prof de lycée, est-ce que vous sentez la jeune génération, mine de rien, un peu intéressée par le sujet européen ? Mais vous savez, toute la population, y compris les jeunes, aujourd'hui sont désespérés par l'idée que le politique ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que les peuples en fait n'ont plus pris sur leur propre histoire. Et donc quand vous leur dites, mais vous savez, c'est au niveau européen aujourd'hui que l'essentiel des décisions est prise et donc que vous devez aujourd'hui vous investir au niveau européen pour comprendre les enjeux, parce que c'est votre propre avenir qui est aujourd'hui considéré à ce niveau-là, au niveau européen, eh bien les jeunes le comprennent absolument parfaitement et on a des débats passionnés sur la question de l'élargissement, pas l'élargissement, comment on pourra faire une autre Europe, l'écologie, etc. On a très peu entendu dans cette campagne du Brexit, en tout cas en France, très peu entendu les hommes politiques comme si ceux qui pesaient sur la scène médiatique n'osaient pas prendre position, en tout cas formellement. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que déjà vous partagez ce point de vue ? Est-ce que vous le regrettez ? Il y a une timidité qu'on peut comprendre qui est due au fait que sans doute les Britanniques eux-mêmes, je parle des responsables britanniques et notamment qui sont pour le maintien de l'Union européenne, le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, n'étaient sans doute pas fanatiques à ce qu'il y ait des interventions entre guillemets en provenance d'autres pays. Et notamment, on l'a bien senti au sein du groupe socialiste ici, où nos amis travaillistes nous ont demandé de ne pas en faire trop non plus. Ça aurait été un beau signal d'imaginer les 27 chefs d'État membres, je ne sais pas, signer une même tribune ou même tous les eurodéputés pour que la Grande-Bretagne reste au sein de l'Union européenne. Il faut faire attention en même temps que ça ne donne pas l'impression qu'il y ait une certaine forme d'oligarchie qui se met d'accord et que pour essayer d'influencer de manière maximaliste les peuples, on a vécu quand même la crise grecque qui a été extrêmement douloureuse et je crois que ce n'est pas à réitérer. Donc on donne son opinion, oui, dans le respect de la souveraineté. Toujours le respect de la souveraineté. Vous parliez des députés travaillistes. Quelle est l'ambiance ici à Bruxelles ou à Strasbourg ? On peut lire dans la presse par-ci, par-là que les institutions européennes tournent au ralenti depuis que le Brexit s'approche. Est-ce que vous sentez une ambiance un peu spéciale ? Oui, bien sûr. On voit bien qu'un certain nombre de questions ne sont pas mises sur le devant de la scène, on va dire, ou sur la table, parce qu'il y a l'éventualité du Brexit et qu'il ne faut pas agiter, j'allais dire, des épouvantails. Je pense que pour le coup, c'est un peu une erreur et qu'il vaut mieux conscientiser aujourd'hui les citoyens, y compris britanniques, sur les enjeux, plutôt que de vouloir les infantiliser. Le vote, c'est donc le 23 juin. En cas de victoire
sort du camp du Leave, donc c'est-à-dire que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Est-ce que ça serait un coup fatal porté à la construction européenne ? On peut aussi entendre ça dans beaucoup d'articles. Ou alors est-ce que l'Union européenne va s'en relever ? J'y crois pas. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Moi, je vais vous dire, je suis très sceptique en tout cas. sur l'avenir de l'Union européenne à 28 qui marcherait d'un même pas vers une union politique de plus en plus intégrée. Je n'y crois pas. Je n'y ai jamais cru. D'ailleurs, je vais dire, je n'y crois plus, mais je n'y ai jamais cru. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est comment on invente une Europe avec différents cercles d'intégration. Et je pense que si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, eh bien, ça sera le signal qu'un grand marché ne suffit pas et qu'il faut proposer à ceux qui le veulent d'aller plus loin, à condition que ce soit pour régler des problèmes et non pas simplement une fuite en avant. Ça veut dire que vous êtes pour une Europe, on va dire France, Italie, Espagne, ou alors le noyau dur historique intégré, et puis les autres pays qui feraient un peu ce qu'ils veulent selon leurs envies, leurs besoins, leurs attentes de l'Europe ? On pourrait différencier en effet un premier cercle qui va plus loin, à condition, je le redis, que ce soit pour régler les problèmes. C'est-à-dire que par exemple sur la question de la démocratie, et c'est-à-dire de la souveraineté populaire et comment aujourd'hui elle maîtrise son destin, de la fiscalité, de l'harmonisation sociale, eh bien on avance. Si c'est pour faire des nouvelles institutions qui répètent en fait les problèmes des premières institutions à 28, ça ne sert à rien. Vous dites que s'il y a 5 pays qui sont d'accord sur un sujet, autant le signer à 5 que pas le signer du tout ? Ah oui, je préférerais grandement ça. Je pense que notamment sur un certain nombre de sujets économiques, par exemple l'investissement, sur les sujets démocratiques, la capacité par exemple à faire un parlement de la zone euro, je prends cet exemple-là, mais devant lequel l'exécutif est responsable, c'est-à-dire qu'on remet les représentants des citoyens au cœur même des enjeux. Je pense que ce serait des avancées majeures. Je sais que c'est compliqué, mais je pense que ça serait la voie à suivre aujourd'hui. Que pensez-vous de l'accord signé entre les États membres et la Grande-Bretagne et qui rentrera en vigueur si le pays reste dans l'Union et qui prévoit notamment la limitation des aides sociales pour les étrangers ? Est-ce qu'on n'a pas vendu un peu notre âme au diable ? De manière générale sur ce qu'on a accordé, absolument, ce qu'on a accordé au Royaume-Uni, certains le minimisent, moi pas. Je crois qu'on a donné un signal qui est en gros chaque pays maintenant pourra faire un petit peu son Union européenne à la carte. Et je crois que ça pourrait nous détruire. D'ailleurs, ce débat va être compliqué parce qu'il faut que tout ça soit validé par les parlementaires. Ah d'accord, donc c'est pas sûr encore. Donc le débat va être... Même si la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, le débat va être compliqué parce que c'est pas parce que des chefs d'État et de gouvernement signent des choses, que la Commission signe des choses, sans jamais en référer d'ailleurs au Parlement européen, puisque nous n'avons été saisis à aucun moment, que l'affaire est réglée, je pense, loin de là. Alors vous, sur votre site internet, vous avez posté une vidéo à propos du Brexit et vous indiquez, peu importe le résultat, cela ne changera rien à l'état inquiétant de l'Europe. Ça ne va même pas l'aggraver si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, pour vous ? Je pense que c'est plutôt moins bien si elle sort que si elle reste. Je n'aimerais pas que le fait qu'elle reste, par exemple, soit un lâche soulagement qui permette qu'on ne prenne pas nos responsabilités. Et notamment qu'on ne redéfinisse pas aujourd'hui quel est le projet européen. Bon, mon inquiétude, quelle est la priorité selon vous ? Si vous deviez choisir une priorité, une seule, vous aviez un super pouvoir, imaginons, qu'est-ce que vous feriez, vous, Guillaume Balas ? Alors, c'est très simple. Nous avons construit un marché intérieur où il y a la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, et nous avons une asymétrie aujourd'hui des règles sociales puisque ce sont les États-nations qui les décident. Le résultat, c'est qu'on est rentré dans une concurrence asymétrique de tous contre tous, et si j'avais un super pouvoir, comme vous le dites, eh bien, la première mesure que je prendrais, c'est une convergence sociale progressive. On ne fera pas tout du jour au lendemain, évidemment, puisque nous ne partons pas du même point, mais qu'il y ait eh bien, un processus où on a su le faire pour la monnaie. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour l'aspect social. On va l'évoquer dans la seconde partie, ce volet social. Une dernière question, vous proposez également dans cette même vidéo de renforcer le rôle du Parlement, son pouvoir notamment de contrôle, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, concrètement ? Le Parlement sincèrement, européen, ça sert à rien ? Mais parfois, je vais être franc avec vous, je pensais que ça pourrait servir à plus de choses. C'est-à-dire que nous avons normalement la codécision, c'est-à-dire que nous décidons avec le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et finalement on s'aperçoit que très souvent nos prises de position sont contournées, qu'on ne nous demande pas notre avis pour des arguties juridiques où le Parlement, en fait, il n'y aurait pas nécessité de le consulter, ou que nous n'avons même pas l'initiative de nos propres lois, puisque je vous rappelle que nous ne pouvons que discuter de ce que la Commission nous propose en réalité. Donc c'est là aussi l'aspect démocratique dont vous Absolument. parliez, puisque vous êtes élu par les Absolument. citoyens. Moi, je ne comprends pas qu'un Parlement, que ce soit d'ailleurs au niveau européen ou au niveau national, n'ait pas un droit d'initiative législatif, parce que dans ce cas-là, ça n'est pas un
pouvoir législatif réel. Et donner plus de pouvoir au Parlement, ça pourrait rapprocher le citoyen de l'Europe. Bah, on sait que le désamour se creuse à chaque élection. Bien sûr, mais en tout cas, ça pourrait faire en sorte qu'il y ait un vrai débat politique qui soit instruit par des parlementaires, répercuté sur des territoires, avec des associations, des syndicats, des corps intermédiaires qui s'en saisissent. C'est déjà le cas sur certaines questions, mais souvent, ces corps intermédiaires ou ces citoyens sont un peu désappointés parce qu'ils disent finalement, on vous a alerté, vous avez essayé, mais votre pouvoir n'est pas bien grand. Guillaume Balas, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour parler de dumping social. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Guillaume Balas, eurodéputé socialiste d'Île-de-France et auteur d'un rapport sur le dumping social. C'est un sujet qui fait à nouveau parler de lui en Europe et notamment grâce à vous. Avant de rentrer dans le détail du sujet, un mot déjà sur ce qu'est le dumping social, un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est en quelques mots le dumping social ? Alors en quelques mots, c'est simple en fait. C'est quand on joue sur le coût et les conditions de travail pour avoir un avantage compétitif. Et cela induit que la concurrence ne se fait pas sur la qualité du travail qui est effectué, mais simplement sur l'amoindrissement des coûts. Alors ça a des conséquences qui sont sociales, évidemment, puisque ça détruit de l'emploi dans les pays à hauts standards sociaux et ça enferme les travailleurs des pays à bas standards sociaux dans des conditions qui sont généralement peu dignes. Ça a des conséquences économiques, puisque ça tend à la baisse, évidemment, les revenus du travail, et je crois que ça contribue à l'insuffisance de la demande aujourd'hui dans l'Union européenne, et ça a des conséquences politiques, puisque ça effraie, et on peut le comprendre, les populations, qui ont tendance à se détourner donc de la construction européenne. C'est en gros de la concurrence déloyale, même si elle est souvent légale, en fait. Oui, alors une grande part quand même est de l'ordre de la fraude, c'est-à-dire que comme il y a une grande difficulté de contrôle, puisqu'il n'y a pas de règles européennes claires pour ces contrôles, et que ça dépend des États, on peut considérer quand même que de l'ordre d'une grande majorité aujourd'hui des problèmes liés au dumping social sont liés tout simplement à la non-application des règles. Mais même quand on applique ces règles, on peut considérer que dans ces règles elles-mêmes, il y a des potentialités de dumping social. On peut par exemple l'envisager sur certains points liés au travail détaché. Justement, j'allais en venir pour être précis. Dites-moi si je me trompe, le dumping social, c'est une question liée aux travailleurs détachés. Là aussi, on rappelle ce qu'est un travailleur détaché. C'est grossièrement une personne qui travaille dans un pays membre, qui n'est pas le sien, initialement pour effectuer une tâche temporaire, et qui a le salaire du pays dans lequel il effectue sa tâche, mais qui paie ses cotisations sociales de son pays, on va dire, d'origine, voilà. Absolument. Ces travailleurs détachés sont souvent pointés du doigt par les eurosceptiques. On a l'image de ce plombier polonais. Est-ce qu'on grossit le trait sur ce problème-là ? Est-ce qu'il existe vraiment ? C'est pas les travailleurs détachés sur qui il faut pointer le doigt, puisque je rappelle quand même que la plupart des entreprises qui emploient de manière malhonnête ou malveillante ces travailleurs détachés pour abaisser leurs coûts salariaux sont généralement des entreprises de l'Ouest. Et quand on interroge les syndicats des salariés de l'Est aujourd'hui, ils sont très en faveur de garantir des conditions sociales bien meilleures pour les travailleurs de l'Est et notamment les travailleurs détachés. Donc ce qu'il faut pointer du doigt, c'est un système qui a été institué d'exploitation de ces salariés à bas standards sociaux. Et quel est l'avantage en fait pour les entreprises ? C'est qu'ils coûtent moins cher, mais comment ça, puisqu'ils ont les mêmes salaires que non, par en exemple... fait, le salaire net est plus ou moins le même quand il n'y a pas de fraude, et il y en a beaucoup. Mais on met dans ce salaire net, par exemple, des contributions de ces salariés pour le gîte, le couvert, et qui sont pris en fait sur leur propre salaire. Mais surtout, là où il y a un grand problème légal, pour le coup, c'est la différence sur les contributions sociales. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les cotisations patronales sont celles du pays d'origine, et donc effectivement, quand c'est le cas, eh bien, un salarié qui vient d'un pays à bas standard social coûte, entre guillemets, moins cher qu'un travailleur local, et donc ça crée une concurrence déloyale, et ça tétanise évidemment les salariés d'un certain nombre de pays qui se voient préférer des salariés venant d'ailleurs, non pas parce qu'ils sont plus compétents, mais parce que tout simplement ils coûtent moins cher. Ces travailleurs détachés, on les trouve principalement dans le bâtiment et puis dans d'autres domaines. Oui, on les trouve d'abord dans le bâtiment, beaucoup dans l'agriculture.
notamment dans tout ce qui est récolte, par exemple. Il y a aussi un exemple là-dessus que je veux prendre. Le travail détaché, c'est pas simplement remplacer des travailleurs locaux par des travailleurs détachés, c'est aussi une concurrence déloyale de certains pays pour abaisser leurs coûts. L'Allemagne a fait en sorte d'employer beaucoup de main-d'œuvre de l'Est dans ses abattoirs. Du coup, les prix du porc allemand se sont effondrés, ont été très compétitifs, et du coup, les abattoirs français se sont trouvés dans une très grande difficulté. Et là, ça n'est pas lié à une arrivée chez nous de travailleurs détachés, mais à l'utilisation d'une main-d'œuvre à très bas coût par des concurrents. Alors, les conditions des travailleurs détachés sont encadrées par une directive de 1996. Elle a été renforcée il y a 2 ans. La Commission et vous-même, dans votre rapport, proposez de la revoir pour l'améliorer et empêcher justement le dumping social. Comment, concrètement, on peut empêcher ça ? Alors, il y a, beaucoup de mesures. D'abord, les premières mesures à prendre, c'est tout ce qui a trait au contrôle. Il faut aujourd'hui faire en sorte que les contrôles soient faits, qu'on améliore notamment les liaisons entre les inspections du travail national, traduction, dossiers suivis, qu'on mette en place des embryons d'inspection européenne pour lutter contre les sociétés boîtes aux lettres qui déménagent constamment, dont on ne sait pas bien quelle est l'identité. Société boîte aux lettres, est-ce que vous pouvez préciser ? C'est simple, c'est quand vous avez une entreprise, vous allez à son siège social et en fait c'est une boîte aux lettres, le siège social, parce que les actionnaires sont ailleurs. Généralement ce siège social déménage beaucoup, du coup on n'arrive plus à savoir qui et où est cette société. Elle ne paye généralement pas ses contributions sociales et donc là il y a une évasion fiscale qui est absolument considérable sur les cotisations patronales. Où en est-on sur ce sujet du dumping social ? Il y a beaucoup de pays de l'Est qui bloquent ce sujet. Est-ce que c'est un sujet tout de même qui avance ? Alors nous avons des propositions de la commissaire en charge aujourd'hui qui s'appelle Madame Thyssen, qui est néerlandaise et qui propose donc un certain nombre d'avancées. On peut les juger insuffisantes par rapport à ce que je propose. En effet, c'est peut-être un peu en deçà, mais c'est déjà pas mal. Et ça serait déjà bien que ça existe. Et le problème, en effet, c'est qu'un certain nombre de pays, pour des raisons différentes, majoritairement de l'Est de l'Europe, mais pas que, ont émis une protestation. On va appeler ça comme ça. C'est le carton jaune. Et la Commission, maintenant, doit dire ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle maintient ses propositions, les amende, les retire ? On va savoir ça sans doute avant l'été. Si elle le retirait ou si elle les amendait trop, évidemment, ça serait un gros problème. Je crois qu'il nous faut un débat aujourd'hui avec ces pays. Il ne faut pas mépriser ce qu'ils ont à nous dire, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent justement ? Quels sont leurs arguments ? En gros, la crainte qu'ils ont, c'est que s'il y ait du protectionnisme. Mais oui, évidemment. C'est-à-dire que comme on a instruit un modèle où, dans un certain nombre de pays, ce qui est le plus valorisable, c'est la main-d'œuvre exportée, en gros, c'est ce qui rapatrie de l'argent et qu'ils se sont enfermés dans un modèle low cost, entre guillemets, où nous les avons enfermés dans un modèle low cost, notamment un certain nombre d'entreprises de l'Ouest, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont peur, si jamais il y a des exigences sociales plus fortes pour les travailleurs détachés, qu'ils perdent en gros cette plus-value et que ça crée des problèmes d'emploi chez eux. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut avancer sur 2 pieds. Il y a un pied, d'harmonisation sociale, mais il y a un autre pied aussi de politique économique et notamment de résolution des déséquilibres économiques entre les différents pays. Sur cette question-là, il ne s'agit pas de diaboliser l'Est contre l'Ouest. Non, je crois pas. Tout vraiment. Le monde a une part à son rôle à jouer. Il y a une fuite en avant de certains gouvernements de l'Est de l'Europe aujourd'hui. On a l'impression que c'est l'Est contre l'Ouest, l'Ouest gentil contre l'Est méchant. Parce qu'un certain nombre de gouvernements, notamment, écoutent trop les patrons de l'Est. Et le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas assez leurs propres salariés. Par exemple, en République tchèque, il y a eu une réunion avec le gouvernement, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés. Et le gouvernement tchèque a eu la grande surprise de voir que, alors qu'il s'attendait à ce que les syndicats de salariés soutiennent le dumping social, il y a eu un refus en disant maintenant ça suffit, nos conditions généralement de travail sont indignes et nous sommes pour l'harmonisation sociale et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des travailleurs européens. Vous pensez qu'à terme que vos collègues de l'Est vont savoir vous écouter ? Vous êtes en plein lobby en ce moment ? Écoutez, si jamais on n'y arrive pas, je pense que ça posera une question fondamentale sur notre devenir commun. Et donc, il faut tout faire aujourd'hui pour trouver un compromis qui soit un compromis honnête, c'est-à-dire où chacun puisse s'y retrouver, surtout qu'on dépasse des contradictions qui, comme je le disais tout à l'heure, sont en fait malsaines. Je ne crois pas qu'il faut que les pays de l'Est restent simplement dans, une économie low cost. Je ne crois pas que l'Ouest doive les exploiter pour concurrencer les travailleurs de l'Ouest et abaisser les coûts salariaux. Il y a une forme de déflation sociale dans tout ça qui est absolument délétère et nous devons reprendre les choses par le bon bout.
c'est comment on crée aujourd'hui une économie partageable, viable pour tous. Vous êtes également dans votre rapport en faveur de l'instauration de planchers salariaux minimaux. Ça peut alors je vais expliquer. intriguer. Est-ce que c'est un SMIC européen ou alors je me trompe? Alors il y a deux choses. Il y a une proposition d'abord, c'est de faire en sorte qu'il y ait des salaires minimaux corrélés évidemment à la richesse de chaque pays. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer le même salaire pour un Allemand que pour un Roumain. Hongrois ou... Voilà. Et que j'ai mis notamment une norme qui est assez communément admise, de 60% du salaire moyen. Et ça permettrait déjà de progresser vers l'harmonisation. Après, il y a certains métiers, je pense notamment aux transporteurs routiers, aux chauffeurs routiers, qui font en fait un travail très transnational, et on pourrait se demander si là, pour le coup, pour certaines professions, il ne faut pas un salaire plancher qui, pour le coup, n'est pas relatif, mais qui est absolu. Ces salaires minimaux, ça peut être bien pour les pays, on va dire, les moins développés économiquement, mais pour la France, est-ce que ça ne va pas tirer vers le bas, justement, les salaires encore? Alors, c'est un risque qui est pointé notamment par un certain nombre de pays, et je pense notamment aux pays nordiques, qui craignent en effet ça. C'est pour ça qu'il faut en discuter comme étant un salaire vraiment plancher, ce qui n'empêche en aucun cas que les salaires puissent être plus élevés. J'ai pas grande crainte sur le sujet, très sincèrement. Ça serait déjà un progrès par rapport à l'existant. In fine, est-ce que le but, c'est d'arriver dans un futur peut-être très lointain, mais à une harmonisation totale des règles sociales en Europe? Théoriquement, si on a un marché économique totalement harmonisé avec des normes totalement communes, on devrait avoir des règles sociales totalement communes. C'est le bon sens là qui parle. Et nous souffrons de ça, de la disparité entre les deux. Donc oui, je crois que c'est l'objectif vers lequel nous devons tendre. En tout cas, ne croyons pas que nous puissions prendre notre temps de manière infinie. Les peuples se seront détournés de l'Union européenne avant. On parle très peu de social aujourd'hui en Europe. Est-ce que ces règles sociales, justement, ça peut être une bouffée d'oxygène pour l'Europe, pour se réinventer je crois que malheureusement, le sujet social est encore bien trop embryonnaire en Europe, alors qu'il est un des enjeux centraux de la construction européenne. Pourquoi ? Parce qu'il a été indiqué dans les traités européens que ça restait une compétence quasi exclusivement nationale. Et donc, je milite pour qu'il y ait justement des avancées qui soient faites pour que, si certains pays veulent aller plus loin dans l'harmonisation sociale, ce qui tirerait à mon avis tout le monde vers le haut, ils puissent le faire. Une dernière question concernant votre rapport. Quel est le calendrier ? Il y a encore un vote, je crois, en commission, puis ensuite un vote au Parlement ? Voilà, c'est d'abord le vote en commission, après le vote au Parlement. Moi, je prends mon temps. J'apprends là-dessus qu'il faut être, patient. Et donc, j'espère... Oui, je suis optimiste, mais c'est une bagarre dont on n'imagine pas la complexité face aux oppositions qu'on peut avoir sur ce sujet. L'hebdo politique sur Sensation. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Guillaume Balas d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes eurodéputé socialiste d'Île-de-France. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.